Bonjour à tous, ici Pascal de Neutrality Studies, et aujourd'hui j'ai le plaisir spécial de parler à un collègue YouTuber, Alexander Mercouris, qui est l'un des animateurs de la chaîne Durand. Le lien sera ci-dessous, où lui et son collègue Alex Christoforou analysent la géopolitique, en particulier la guerre en Ukraine. Mais au-delà, ils couvrent également des sujets de politique mondiale, en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient. Alexander est un juriste de formation, et il dissèque ces sujets de recherche avec une rigueur intellectuelle et une précision que j'admire vraiment. Je regarde leur chaîne presque tous les jours, donc c'est un grand plaisir de te parler, Alexander. Merci d'être venu en ligne. C'est un grand plaisir d'être ici, Pascal. Merci pour tes mots, c'est très aimable. Alexandre, j'aimerais vraiment commencer par ton travail. Alors, The Durand. Qu'est-ce que c'est The Durand? Pourquoi as-tu choisi ce nom? Je n'ai pas choisi le nom. C'est mon collègue Alex Christoforou qui l'a choisi. Nous sommes une équipe de 2 sur The Durand. Nous avons nos chaînes individuelles, mais nous avons aussi notre chaîne principale, qui est The Durand. C'est lui qui a choisi le nom. Et jusqu'à ce jour, il ne m'a jamais complètement révélé comment il est tombé dessus ou ce qu'il avait exactement en tête. Cependant, je vais partager quelques éléments qu'il m'a dit. Le nom est dérivé du latin, en fin de compte, et il est question de fermeté et d'intégrité. C'est la même racine que l'on trouve dans des mots comme durabilité, par exemple, qui véhicule ce genre de qualité. C'est donc pour cela qu'il l'a choisi. Mais la raison complète derrière cela reste son petit secret qu'il garde même pour moi. Eh bien, c'est bien d'avoir des secrets. Permettez-moi de vous demander autre chose. L'une des choses que j'admire dans votre travail, c'est que vous consultez beaucoup de sources. Évidemment, vous faites cela afin de fournir le niveau de détail que vous visez sur différents sujets. Environ combien de temps consacrez-vous à vos recherches par jour? Je passe généralement plusieurs heures le matin à lire divers articles, y compris ceux des médias indépendants, et à écouter ce que les gens ont à dire. Je vais voir des YouTubers comme vous, mais je lis aussi les médias traditionnels. De plus, je fais quelque chose que je pense être inhabituel. Je vais directement à la source, c'est-à-dire que je regarde ce que disent les gouvernements eux-mêmes. Par exemple, je lis les comptes rendus que les ministères des Affaires étrangères publient après les réunions et les déclarations qu'ils émettent. Il est toujours important, lorsqu'il y a une rencontre entre des dirigeants comme le président Biden et Xi Jinping, de regarder ce que disent les 2 gouvernements. Souvent, les 2 gouvernements peuvent donner des comptes rendus assez différents de la même réunion. Cela peut prendre des heures. Et lors d'une journée d'actualité particulièrement chargée, cela peut prendre encore plus de temps. C'est un processus long, complexe et difficile, mais en même temps, c'est très intéressant. Vous êtes témoin de l'histoire en train de se faire. Vous voyez les choses évoluer et changer, et vous voyez comment les gouvernements essayent de défendre leur position. Finalement, vous avez une idée des politiques et de ce que sont les personnes qui les dirigent. Nous avons le problème des informations grand public qui sont inondées d'analyses très uniformes que certains pourraient qualifier de propagande. Votre chaîne est l'une de celles qui font ce que vous venez de décrire. Vous analysez les sources et essayez d'en tirer du sens. C'est pourquoi les gens trouvent tant de valeur dans votre travail. Comment décidez-vous de faire confiance à une source ou comment abordez-vous la lecture critique? Comment faites-vous? Eh bien, le temps est une chose absolument vitale. Vous lisez quelqu'un, vous l'écoutez, et puis en voyant son travail évoluer, vous décidez progressivement si c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Bien sûr, il y a différents types de personnes que je lis. Il y a les reporters sur le terrain, et s'ils rapportent de manière très émotionnelle en parlant plus d'eux-mêmes et de leurs sentiments, ce qui est souvent le cas,
Vous savez immédiatement qu'ils ne sont pas une source fiable. S'ils mélangent beaucoup d'opinions avec leurs reportages, vous ne savez également pas quand leur faire confiance. Mais s'ils se contentent d'être factuels, surtout sur les choses qu'ils ont vues et entendues eux-mêmes, alors vous pouvez leur faire encore plus confiance. Maintenant, la tâche plus compliquée est d'examiner les commentaires d'opinion. La question est celle de la confiance. Faites-vous confiance à la personne pour être fidèle à ses opinions ou dans la manière dont elle mène son analyse? Si c'est la deuxième option, alors le langage est extrêmement important. En tant qu'avocat, ce que j'ai été formé à être, vous apprenez à reconnaître un langage manipulateur et malhonnête. Si le langage est tordu, si la personne insinue quelque chose sans le dire directement, ou si elle donne l'impression de dire quelque chose sans le dire réellement, alors vous savez qu'il faut être extrêmement prudent avec elle. Cependant, cela peut aussi être intéressant, parce que si c'est un gouvernement qui fait cela, ce qui est souvent le cas, alors c'est particulièrement intriguant. Vous savez que le gouvernement essaie de vous tromper, ce qui, en passant, est quelque chose que tous les gouvernements font à un moment donné. Certains de vos détracteurs continuent de dire que vous êtes une marionnette de Poutine et tout le tralala, vous savez, le discours habituel. Cependant, je pense qu'il est important de souligner que vous ne recommanderiez pas non plus de faire confiance à ce que dit le Kremlin, n'est-ce pas? Absolument. Bien sûr que non. Je veux dire, le Kremlin publie des comptes rendus. Il est extrêmement productif en matière de production de comptes rendus, de commentaires et de choses de ce genre. Mais le Kremlin ment, comme tous les gouvernements mentent. Il essaie toujours de plaider sa cause, comme il dirait, mais bien sûr, les gouvernements ne sont pas tenus responsables de leurs mensonges, de la manière dont les individus le sont. Donc bien sûr, le Kremlin ment, et vous devez également en tenir compte. Ceux qui disent que je suis une marionnette de Poutine ne sont soit pas à l'écoute de ce que je dis tous les jours, soit ils écoutent, et ce que je dis ne correspond pas à leur politique particulière et à leur version particulière de la vérité. Mensonge est le mot que nous devons utiliser ici, en particulier concernant la question de l'Ukraine, mais aussi d'autres sujets. Et bien sûr, c'est ce qui façonne leurs commentaires. Mais pour le souligner à nouveau, je suis complètement indépendant de Poutine. Je peux être assez critique à son égard parfois, comme je peux l'être envers tout le monde. Il faut toujours maintenir un scepticisme vis-à-vis de ce que dit n'importe quel gouvernement. Je ne peux qu'être d'accord que c'est la bonne approche pour quiconque souhaite mener sa propre analyse. Ce qui est fascinant, c'est que ceux qui s'opposent à cela essaieront toujours de vous dire que certains individus sont interdits. Ils prétendent que vous n'êtes pas autorisé à écouter ces individus parce que vous serez trompé, sous-entendant que vous êtes trop naïf et que vous tomberez immédiatement dans le panneau de leurs mensonges. C'est une tactique utilisée par des personnes très malhonnêtes dans leur démarche. Absolument. Et ils diront aussi que vous devez leur faire confiance parce que leurs intentions sont parfaites et merveilleuses. Ils soutiendront que leurs opinions et déclarations ne peuvent pas être comparées à celles de l'autre camp, qu'ils accusent d'être mauvais, trompeurs et corrompus. D'ailleurs, lorsqu'un gouvernement s'exprime ainsi, vous devriez être particulièrement prudent et ne pas faire confiance à ce qu'ils disent. C'est parce que c'est un exemple de langage manipulateur. Maintenant, nous avons des individus comme vous, ainsi que le Grey Zone, Glenn Greenwald et Jimmy Dore, qui font un travail fantastique en fournissant des analyses sur l'actualité. D'autre part, les médias traditionnels se retranchent de plus en plus chaque année. Globalement, êtes-vous optimiste quant au paysage médiatique, qui inclut de nouvelles plateformes comme YouTube et Rumble, ou êtes-vous pessimiste pour l'avenir? Je suis très pessimiste concernant les médias traditionnels.
les vieux journaux, les grands quotidiens que nous avions tout l'habitude de lire autrefois, comme Le Monde et The Guardian. Je veux dire, je peux à peine me résoudre à lire Le Monde désormais. J'avais l'habitude de le suivre en continu. Mais ces sortes d'endroits et les grandes chaînes de télévision, j'ai bien peur qu'ils ne deviennent pas seulement plus conformistes, mais aussi de plus en plus similaires. Ils se contentent essentiellement de répéter les mêmes points de discussion, de rapporter les mêmes choses du même point de vue et deviennent de plus en plus agressifs et intolérants envers tous les autres. En même temps, il y a un média indépendant florissant, en développement, en constante évolution et en croissance. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que certains gouvernements, et tous les gouvernements font cela dans une certaine mesure, mais certains gouvernements, en Occident en particulier, ont une influence sur les entreprises de médias sociaux et ils ont essayé de restreindre la diffusion du média indépendant. Et bien sûr, les médias traditionnels, les médias de l'héritage, se sont joints à eux parce qu'ils n'aiment pas vraiment les rivaux. Mais il s'avère de plus en plus difficile de faire cela. Les gens trouvent toujours un moyen de contourner et ils veulent se rapprocher de la vérité. Ils sont insatisfaits des explications monolithiques qui leur sont continuellement données. Et je pense que si vous voyez cela, et comment cela évolue et grandit et se développe malgré tous les problèmes et tous les défis, alors je pense qu'on peut être optimiste. Et je suis absolument un optimiste. And I am absolutely an optimist.